Là, j'ai mis en marche la machine. Tu peux lui dire un truc? Bonjour ou... Bonjour. Bienvenue dans Rencontre du troisième type, un podcast du CRED, Centre de ressources en éducation de l'enfance. Présenté par Quentin Nussbaumer. Il s'appelle Quentin. C'est parti. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Mais non, c'est pas pour toi. Enfin voilà, ce genre de petites choses. Ça permet aussi. Tu peux aller faire pipi. Avec ça. Tu peux. Ça permet aussi de créer le lien entre eux, avec nous, et de se sentir à l'aise dans le groupe. Voilà. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Rencontre du troisième type, le podcast du CRED. À vous qui travaillez en accueil de jour, ce podcast est là pour vous accompagner dans votre réflexion professionnelle. Si vous n'êtes pas professionnel de l'enfance, vous êtes également plus que bienvenu. Oui. Le monde de l'accueil collectif de jour concerne toutes les citoyennes et tous les citoyens. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous conseille de commencer par là, car il pose le décor du lieu d'accueil des enfants et de leur éducatrice Natacha, que nous retrouvons aujourd'hui. Moi chercher toi. Mais t'as pas compris. Le fil rouge du premier épisode était la rencontre. On a pu y entendre comment les enfants accueillaient l'étranger que j'étais. Allez, tu me suis ou quoi? Dans cet épisode, notre fil rouge sera la relation éducative. Et pour ça, on va côtoyer davantage Natacha et s'inspirer de sa vision de l'enfance et de sa profession. Ça va faire splash. Voici ce qui vous attend dans cet épisode. Après un petit passage par le concept d'attachement, on écoutera Natacha nous parler des compétences qui, pour elle, sont fondamentales en éducation de l'enfance, notamment celle de construire des ponts entre les mondes enfantins d'un côté et les mondes adultes et institutionnels de l'autre. On verra que les ponts sont parfois difficiles à construire, mais que parmi les choses qui aident à les construire, il y a le rire, né du plaisir d'observer, d'écouter et d'interagir avec les enfants. On ne vous quittera pas sans être allé trouver ma collègue Lorena, qui vous présentera un album jeunesse en lien avec notre fil rouge. Les caméléons, c'est comme ça, les caméléons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point encore sur notre groupe d'enfants. Dans l'accueil de jour, on s'intéresse beaucoup à l'âge des enfants. D'ailleurs, on les classe par groupe d'âge. Moi, j'ai que 3 ans et demi. Mais il y a 4 ans. Mais il y a un aspect des enfants dont on parle assez peu et dont on n'a souvent même pas conscience, à savoir leurs caractéristiques sociales. C'est bizarre. Vous vous souvenez peut-être que dans le premier épisode, on entend plusieurs séquences où les enfants lisent avec Natacha, voire même jouent à aller à la bibliothèque. Aussi, dans le premier épisode, ça ne vous a pas frappé à quel point ces enfants de 3 ans parlent bien ? Bonjour. On va faire un tout petit exercice. Écoutez le court segment qui suit, puis mettez l'épisode sur pause et réfléchissez à la question suivante. Est-ce que la manière dont se parlent les enfants ressemble à la manière dont ils se parlent dans votre propre lieu de travail ? Et si c'est différent, pourquoi, à votre avis ? Sienna, quoi? Est-ce que je peux essayer le téléphone? Tu peux l'essayer sans me demander. Ah! Vous avez remarqué le degré de politesse à la fois dans la question et dans la réponse ? À ce stade, vous avez probablement deviné où je voulais en venir. Les enfants rencontrés dans nos premiers épisodes sont pour une immense majorité issus des classes supérieures. Concrètement, cela signifie que leurs parents ont un niveau de formation élevé et en règle générale, également des revenus élevés. Les revenus élevés, ça leur procure ce qu'on appelle leur capital économique. Souvent, on ne parle que de ce type de capital, qu'on appelle d'ailleurs capital tout court, comme s'il n'existait que celui-là. Mais le niveau de formation élevé des parents est lié à un autre type de capital fondamental, le capital culturel, théorisé par Pierre Bourdieu. Je voyais un livre d'Elsa. Là, tu lis un livre d'Elsa, toi? Ouais, et moi je l'ai déjà lu avec elle. Les capitaux ne restent pas uniquement dans les mains des parents. Ils sont très largement transmis aux enfants, un peu comme un héritage, sauf que cet héritage ne concerne pas seulement l'argent et le niveau de vie, mais aussi, chose très importante, le capital culturel,
qu'on voit très tôt chez les enfants au travers de leur degré de maîtrise du langage oral, puis écrit. Sur ce plan, les enfants des classes supérieures ont un avantage très important par rapport aux enfants des classes populaires. Écoutons encore une fois. Sienna, quoi? Est-ce que je peux essayer le téléphone? Tu peux l'essayer sans me demander. Ah! Les enfants négocient l'accès à un objet, au moyen du langage et en employant des stratégies de politesse complexes. Au même âge, 3-4 ans, les enfants des classes populaires ont davantage tendance à s'approprier les objets par la force et à employer des coups, des cris et des pleurs plutôt que des mots afin d'obtenir ce qu'ils désirent. Et cela renforce les inégalités sociales entre enfants. En effet, en règle générale, les professionnels valorisent et encouragent davantage les enfants capables de verbaliser leurs désirs et leurs émotions. Sur ce sujet, nous vous recommandons le livre intitulé « Prendre » de Wilfried Ligné, dont on a déjà parlé dans le premier épisode. Et pour aller plus loin sur ces questions essentielles de sociologie de l'enfance, vous pouvez consulter les ouvrages « Sociologie des enfants » de Martine Cour ou encore « Enfance de classe » de Bernard Lahire. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques citées dans la page de description de l'épisode. Pourquoi tu as fait même pas la structure? Tu veux Tu as oublié? Tu veux dire moi aller dessus? Moi, je vais la casser en deux, je pense, si je veux dessus. Tu sais? D'accord, alors casse-la. Tu vas enlever la planche. Bon, indépendamment des différences de classe, il existe chez l'être humain un besoin inné et universel, l'attachement. L'espèce humaine est une espèce altriciale, c'est-à-dire particulièrement dépendante des soins d'autrui dans les premiers temps de la vie. Le besoin d'attachement fonctionne comme un moteur nous poussant à activement tisser des liens avec nos semblables. Le petit ouvrage de Barbé Mintz, Dugravier et Four-Filastre, L'attachement, de la dépendance à l'autonomie, vous permettra de vous replonger dans ce concept fondamental théorisé par John Bowlby dans les années 50. Moi, quand les méos, c'est vert. Les couleurs. Vers 3 ans, et dans le cas d'un attachement de type sécure, l'enfant n'a pas besoin d'une proximité permanente avec la ou le professionnel. Grâce à l'acquisition de plus en plus pointue du langage, il peut, à distance, interpeller l'adulte, solliciter son aide, rechercher son approbation et diverses formes de valorisation qui l'aident à forger ou entretenir sa sécurité affective. Et c'est exactement cela que l'on entend dans les séquences de cet épisode. Tout en restant en permanence attentive à la vie du groupe, Natacha me parle de son métier. Les enfants, quant à eux, vaquent à leurs occupations. Parfois, un enfant sollicite Natacha pour aller aux toilettes, pour lui montrer ce qu'il est en train de faire, etc. Mais aucun enfant ne demeure en permanence auprès d'elle. Il y a de la circulation. Et plus on circule, plus on fait de rencontres et d'expériences. Tout comme on parlait aussi de connaître les enfants, ça va? Aïe! Quand on parlait de connaître les enfants, je leur fais confiance. Je sais qu'elles bougent bien. Il y en a qui se lancent là-dedans, je serais là, teste autrement avant, prends confiance, voilà. Je vois bien, ouais. Maya, là c'est un peu, les jambes, tu les lâches trop vite là. Alors, doucement. Les jambes, il faut qu'elles restent quand même collées. Là, vous prenez confiance, puis des fois, c'est là qu'on peut prendre les accidents. C'est super ce que vous faites. J'ai donc demandé à Natacha quelles sont, selon elle, les compétences professionnelles essentielles en éducation de l'enfance. Écoutons. Moi, en tout cas, là, ce que je vois et ce que je ressens de mon parcours dans l'enfance, c'est vraiment d'observer et de connaître, pour arriver à connaître l'enfant et rentrer en lien avec lui, dans ce qu'il est, dans ce qu'il aime, dans comment il communique, comment il perçoit le monde. Alors c'est un petit peu peut-être nébuleux comme ça, mais en tout cas c'est ce qui m'a aidé des fois avec des enfants où il y avait des thématiques ou des choses, typiquement la sieste, je veux pas dormir, j'aime pas la sieste, il bouge beaucoup, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Donc j'observe, je regarde et puis finalement avec un enfant on a
il a décidé d'une unité de temps, donc c'est 3 doigts, ça c'est le total de la sieste. Et puis il me demande à chaque fois, on en est où? Donc à chaque fois, moi j'ai décidé, ça c'est le 3, donc je dis bon, à la demi, je lui fais 2 doigts, à moins quart, je lui fais qu'1 doigt, puis après le moins quart, on est sur du petit comme ça, etc. Et ça l'a aidé à s'apaiser. Par l'observation et la connaissance intime de l'enfant, Natacha construit des ponts pour ajuster au mieux la sensibilité propre de ce dernier avec les contraintes de la vie en collectivité. Ici, elle fait un pont qui permet à l'enfant de s'apaiser durant le temps de la sieste. Natacha, qui contrairement à l'enfant sait lire l'heure, traduit la compréhension du temps abstraite, mathématique, en une compréhension du temps incarné, que l'enfant, dès lors, peut lire. Les chiffres sur un cadran ou les aiguilles d'une montre, froide et mécanique, sont remplacés par la main, par les doigts de l'éducatrice, rassurant et proche. Ça l'aide aussi à visualiser le temps, parce que la sieste, ça peut être aussi un moment un peu anxiogène. On est là, combien de temps, il fait nuit, il fait un peu la pénombre, je dois dormir, je dois pas dormir. Donc ça l'a aidé. Mais ça, c'est pas arrivé par magie, c'est aussi parce que je connais cet enfant, je sais qu'aussi il est réceptif un peu à l'humour, aussi à ce genre de choses, et puis qu'avec lui, j'ai pu communiquer, puis que c'est lui qui a décidé. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça, c'est aussi des choses fondamentales. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Et c'est quelque chose déjà que j'aime beaucoup et que j'utilise avec chaque enfant. Ce n'est pas arrivé par magie, comme le dit très bien Natacha. C'est arrivé comme résultat d'un travail fin, opéré par l'éducatrice au sein même d'un échafaudage relationnel complexe et exigeant. Natacha n'a pas fait bouger les règles de l'institution, mais elle a construit les ponts nécessaires à ce que l'enfant puisse saisir ces règles, et qu'ainsi, le lieu d'accueil se trouve aussi habitable que possible. Pourquoi si, papa, maman. Non, Niaska. Ça pleure. Non, tu peux pas. Mais tu verras, maman. Non. Bien sûr, certains ponts sont plus difficiles à construire que d'autres. C'est mauvais. Tu t'en vas? C'est mauvais. Ça sent mauvais? Ça sent quoi? Ça sent un caca. T'as fait caca? Non. Il n'y a plus personne qui a des couches, alors je sais pas qui c'est. Peut-être c'est autre chose. C'est Elfie. Mais Alfie, il est dans l'autre salle. Mais elle peut en faire caca sur la bouche. Là, il n'y a pas Alfie, donc je pense pas que c'est lui. Est-ce que c'est toi qui pète? C'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo. Une fois que Natacha a compris ce que l'enfant disait, une petite enquête suit pour déterminer d'où peut bien provenir l'odeur. Natacha suspecte que celui qui accuse est aussi le coupable. Mais pour l'enfant, en tout cas, c'est clair, ça provient d'Alfie. Où que ce dernier se trouve. C'est bien, Elena, super, waouh. Comment? Une autre ou culotte? Je comprends pas. Maquinate? Maquinate? Ouais. Quinotte en anglais, non? Ferme les jambes parce que c'est mieux, non? Qu'est-ce que tu dis? Non, tu la laisses faire avec son corps. Tu la touches pas. Alors, il faut descendre parce qu'après, t'as le sang qui va monter. Ici, on ne saura jamais s'il s'agissait de maculotte, maquinate. On ne peut jamais être certain d'avoir tout compris. Natacha a commencé à tenter de décoder ce que cet enfant lui disait, mais son attention s'est ensuite déplacée vers un autre enfant en train de réaliser des acrobaties sur la structure. Les calaméons, c'est ici, les calaméons. Dans son travail pour tisser la relation éducative, Natacha évoque une ressource puissante, l'humour. Et puis c'est vrai que moi, ce qui me met en joie, c'est aussi d'utiliser l'humour avec les enfants.
C'est quelque chose que je trouve que c'est un outil très précieux. Alors l'humour, ça peut être aussi pris dans elle adore rigoler. Non, c'est pas que ça, c'est aussi un outil précieux qui permet de briser la glace, puis aussi d'apporter de la légèreté. Parce qu'il y a beaucoup d'injonctions au pays des enfants, fais pas ci, fais pas ça, hein, on connaît, etc., des règles. Mais je pense que l'humour, je suis convaincue que l'humour apporte de la légèreté et des fois fait effet là où beaucoup de choses ont échoué. C'est vrai que des fois, quand c'est un petit peu l'enfant joue un petit peu avec nous et on voit que c'est pas une émotion qu'il est en train de vivre, c'est un petit peu du jeu, de la théâtraliser, on voit tout de suite si l'enfant après il rigole avec nous, et ben on peut continuer, voilà. Et aussi dans l'animisme, c'est des choses que j'aime beaucoup, faire parler les objets ou faire parler les chaussures, comme je disais aussi dans les conflits, je veux pas m'habiller, je veux pas faire tout seul, enfin voilà, c'est des choses qui aident et puis qui mettent un petit peu de fun dans toutes ces injonctions. Habille-toi, mets tes chaussures, c'est l'heure, nanana. Donc voilà. Et ça, ils aiment beaucoup. Et après, ils captent vite qui je suis. Et eux, ils viennent aussi rigoler avec moi et me faire des blagues et faire parler les lavettes ou ce genre de choses à table, parce qu'on a des lavettes pour se laver la bouche après le repas. Donc, ouais, voilà. Asta Sekaité et Mats Andren ont exploré le rire des enfants dans les lieux d'accueil. Contrairement à ce que j'ai observé avec le groupe de Natacha, les résultats de ces chercheuses indiquent que dans presque 90% des cas, les enfants qui rient avec d'autres enfants et pas avec ou en présence des professionnels. De l'autre côté, c'est pareil. En général, les professionnels rient entre elles ou entre eux. C'est bizarre. Quand les rires intergénérationnels, donc les rires qui rassemblent enfants et adultes, sont fréquents, cela pourrait donc vouloir dire que les enfants comme les adultes sont en train de travailler à réduire l'altérité, les profondes différences qui existent entre eux. Un peu comme construire des ponts, en somme. Moi, j'ai fait des chats. T'as fait quoi? Des chats. Des chats? Comment ça? T'as colorié des chats? Ah ouais, ok, je comprends. Moi, j'ai fait à ma maison, j'ai pas dessiné beaucoup. Ok. Ah ouais. Et à la maison, c'est quoi que t'aimes bien faire en général? Moi, j'ai fait mon sac. Mon sac. Moi, j'ai 2 sacs à ma maison chez papa. T'as 2 sacs? Oui. Si l'humour peut être employé comme outil par les professionnels, souvent aussi le rire qui naît de la proximité même avec les enfants peut contribuer à donner du sens au métier. Dans l'article « De l'art de collectionner les signaux en provenance d'autres mondes », Aline Matet écrit « Les lieux d'accueil fourmillent de situations cocasses, décalées, souvent absurdes aussi, qui surviennent sans prévenir et nous procurent un plaisir intense, constituant par là même pour nous, professionnels, des ressources inestimables. » Moi, j'adore rigoler avec les enfants. C'est vrai que d'être à un moment, un stade où on a un super lien ou pas, mais quand on est ensemble et puis qu'ils nous connaissent et puis qu'ils sont en confiance, puis typiquement on regarde un livre ou quelque chose, il y a des jeux de mots, il y a eux qui reprennent des situations qu'on a vécues, ou d'être en lien et puis de sentir qu'ils sont en confiance et puis j'aime pas ce terme apprendre quelque chose, mais qu'ils sont là et puis on passe un bon moment. La relation éducative est ici encore centrale. Les enfants connaissent très bien Natacha, ils ont confiance en elle. C'est là que peut naître le jeu, l'amusement, le rire. Et il serait dommage, en tant que professionnel, de se priver de prendre part à cette vitalité et à cette joie qui foisonne dans les lieux d'accueil. Natacha a justement une situation de ce genre à raconter. Alors du coup, c'était dans une crèche, pas ici, mais où j'étais aussi avec des moyens. Et puis la cuisine, c'était pas terrible, on avait des repas un petit peu bizarres. Et j'étais à une table avec un enfant qui mangeait pas trop. Et un jour, on nous sert un repas, c'était du risotto. Enfin, c'était censé nommer en tant que risotto. Et au fait, arrive une boule de pâte informe, rouge, risotto à la tomate. Et là, l'enfant en question me regarde et me fait « Natacha, oui, c'est de la pâte à modeler ?» Je sais pas, non, et je lui explique que c'était du risotto. Mais voilà, il faut quand même aussi cacher son fou rire. Et là, ça m'a fait tellement rire et je le garde en mémoire parce que ça y ressemblait vraiment. Franchement, c'était absolument horrible.
L'analogie entre le risotto et la pâte à modeler vous rappelle probablement celle entre l'enregistreur et le robot, ou entre une clé à molette et une clé à omelette, ou tout un tas d'autres exemples que vous avez vous-même vécu dans vos pratiques. Souvent, c'est juste la manière dont les enfants nous présentent leur monde qui est insolite et qui peut nous amener au rire ou à l'émerveillement. Comme dans la séquence qui vient, où une enfant dessinait en employant une technique particulière, déjà intrigante en soi, mais c'est la manière dont elle m'a parlé de ce qu'elle faisait qui m'a mis en joie. Oh mais là, je suis très concentrée parce que c'est des bâtonnets, ça. Voilà, il t'a prêté. Il a prêté. Il t'a prêté. Regarde. Il a prêté. Regarde. Ce petit voyage dans le thème de la relation éducative ne propose évidemment qu'un tout petit nombre de pistes. Et qui plus est, il a mis en évidence surtout les aspects les plus lumineux, gratifiants de ce que la relation éducative implique. Création du lien, efforts communicationnels plus ou moins couronnés de succès, trouvailles enfantines. Il est bien évident pour toute personne travaillant en accueil de jour que le travail y est difficile, exigeant, usant bien souvent, et insuffisamment reconnu, comme tout ce qui concerne le travail de care, pourtant le plus fondamental qui soit dans toute société d'humains. Arrête de faire quoi? Mais c'est quoi t'embêter? Alors ça, il faut dire. Arrête de me... Voilà, ça c'est important. Vous avez entendu Sébastien? Arrêtez de lui tirer la langue, vraiment. Avant de nous quitter, allons retrouver ma collègue Lorena Prizzi, bibliothécaire au CRED, qui a sélectionné pour vous un album jeunesse en lien avec le thème de cet épisode. Dans l'album Une journée de Villius et Kangstad Johnson, on suit la journée d'un enfant en crèche. L'éducatrice apparaît par touche, sous la forme d'une main, d'un geste discret, d'un soutien qui revient de temps en temps. Une présence et une disponibilité sécurisantes, jamais envahissantes. L'album rappelle que la relation éducative se construit dans l'ordinaire, une présence attentive, de l'écoute et le respect du rythme de l'enfant. C'est au fil de ces interactions quotidiennes que se tisse un lien de confiance durable entre enfants et professionnels. Un album tout en subtilité qui montre la richesse de la vie des lieux d'accueil sans en faire trop. Merci beaucoup Lorena. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, on sera pour la dernière fois avec ce groupe d'enfants et avec Natacha. Et on s'intéressera de plus près aux liens que tissent les enfants entre eux, ainsi qu'avec leur monde de manière large. Ce podcast vous est proposé par le CRED, le Centre de ressources en éducation de l'enfance du canton de Vaud, pour les professionnels de l'enfance et pour les personnes en formation. Nous avons une médiathèque, un espace dédié à la littérature jeunesse, une équipe de conseillères pédagogiques, un catalogue de formation continue et de nombreuses ressources en ligne. Vous trouvez toutes les informations utiles sur notre site internet www.crede-vd.ch. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et ne manquez pas de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À bientôt et bon retour sur la terre ferme. Ok, c'est bon. Regarde la caméléon, c'est fini. Regarde. On finit le caméléon. Et voilà, il est fini. Elle est très jolie. Ouais, je l'aime bien, le caméléon. Pourquoi?